Et voici donc la révélation de cette avant-dernière vague de votre sondage, mon cher Frédéric, sondage IFOP évidemment. Et je vous le disais, il y a vraiment des choses à analyser. Regardez ce que ça donne. Emmanuel Macron est à 26,5, il perd un demi-point. Marine Le Pen en embuscade à 24, elle prend un demi-point, Marine Le Pen. Jean-Luc Mélenchon ne bouge pas à 17,5. Valérie Pécresse est à 9, elle ne bouge pas. Éric Zemmour perd 0,5 points, il est à 8,5. Yannick Jadot est à 4,5, il ne bouge pas. Dans l'autre partie du tableau, voici les chiffres. Voilà, Fabien Roussel est à 2,5, il ne bouge pas. Jean Lassalle prend un demi-point, il est à 2,5 également. Il repasse devant Anne Hidalgo qui est à 2. Nicolas Dupont-Aignan est à 1,5, il perd un demi-point. Philippe Poutou est à 1, il prend un demi-point. Et Nathalie Arthaud ne bouge pas. Je voudrais qu'on regarde le deuxième tour, Macron-Le Pen. Voilà ce que ça donne. Le rapport sur ce que vous prévoyez, en tout cas, sur ce deuxième tour Macron-Le Pen, là aussi, ça se resserre. 52-48, ça n'a jamais été aussi serré. Il y a une inversion, c'est moins 0,5 plus 0,5. On est d'accord, Frédéric? Tout à fait. Entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Je vous donne la valeur également pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est important. On est à 42-58, là non plus, ça n'a jamais été aussi serré entre les deux. Alors, on va s'arrêter sur ce trio de tête, parce que vraiment, quand on voit les dynamiques et on va regarder les courbes, donc vous avez Emmanuel Macron en jaune, Marine Le Pen en violet, Jean-Luc Mélenchon en rouge, on va regarder les courbes. C'est vrai que c'est quand même assez effarant de voir ce qui s'est passé sur ces dernières semaines. Tout à fait, puisque jamais l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen a été aussi serré. 2,5 points. Nous ne sommes pas dans la marge d'erreur, mais on peut dire aujourd'hui, à 3 jours du vote, qu'il peut y avoir une incertitude sur l'ordre d'arrivée, dans le contexte où notre rolling a vu Emmanuel Macron en tête, en pole position, avant la guerre d'Ukraine, pendant la guerre d'Ukraine. Et là, il y a une érosion. Prenons le 17 mars, il y avait 13 points d'avance pour Emmanuel Macron. Il n'y a plus que 2,5 points, parce que nous avons deux phénomènes face à face. D'un côté, nous avons une double dynamique, deux dynamiques indépendantes l'une de l'autre, sans effet l'une sur l'autre. Une dynamique Marine Le Pen, qui était encore à 20% le 22 mars. Une dynamique Jean-Luc Mélenchon qui profite de ce vote utile à gauche. Elles sont parallèles, les deux courbes. Elles sont parallèles, mais voilà, elles sont dans deux couloirs différents. Jean-Luc Mélenchon, le 17 mars, il était à 12,5%. Et face à cette double dynamique qui ne se percute pas, puisque la montée de Jean-Luc Mélenchon ne se traduit pas par une érosion de Marine Le Pen, on a un statu quo, une lente érosion des intentions de vote en faveur du président sortant, même si 26,5, c'est à peu près le score qu'il avait avant-guerre. Alors voilà, c'est la question que j'allais vous poser. Arlette Chabot, est-ce que 26,5, c'est est-ce qu'il faut l'analyser en disant c'est un mauvais score pour Emmanuel Macron, ou au contraire c'est un très bon score pour Marine Le Pen et / Jean-Luc Mélenchon? Alors, parce que 26,5, on se dit qu'effectivement, ce fameux effet drapeau dont Frédéric nous a beaucoup parlé, il disparaît, c'est-à-dire l'effet guerre. Ça, c'est normal. Pas forcément, parce que je veux dire, la guerre n'est pas terminée en Ukraine, mais voilà, le rassemblement nécessaire, évident derrière le président de la République, c'est un peu effacé. Surtout que certains, effectivement, posent la question de l'utilité réelle de l'engagement du président de la République dans la gestion de cette guerre, ou en tout cas dans la recherche d'une solution de sortie. On voit très bien questions posées, notamment sur le dialogue, faut-il le poursuivre ou non avec Vladimir Poutine. Donc je mets ça de côté. Il y a aussi pour les Français, c'est vrai, une absence d'Emmanuel Macron dans la campagne. Et on a dit beaucoup, il n'y a pas un programme qui a vraiment enthousiasmé des Français. Il n'y a pas une mesure. Il a semblé quand même un petit peu, pas très très nouveau, pas très novateur. Donc plus tout ce qui se greffe derrière, on ajoute évidemment la Corse, par exemple, avec les violences en Corse. On est aussi sur les cabinets de conseil. Ça veut dire, pardonnez-moi, tout ça fait que, voilà, il y a une descente, une chute d'Emmanuel Macron candidat qui s'explique assez bien. Ça veut dire qu'on a, quand on prend les trois candidats, on a un Emmanuel Macron qui souffre de ce qui pourrait lui être reproché en tant que président de la République, quand Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, eux, en bénéficient plutôt? Alors,
Ce que je vois surtout, c'est que Emmanuel Macron, Marine Le Pen, c'était le duel attendu. Celui qu'on n'attendait pas à cette place-là et qu'on n'a pas vu depuis le début de la campagne à ce niveau-là, c'est Jean-Luc Mélenchon. Donc on a le duel que les sondeurs nous promettent depuis quasiment 4 ans et demi, Ouais. mais avec un Jean-Luc Mélenchon qui, cette fois-ci, est en embuscade. C'est la première fois. Et c'est la première fois qu'il est le 3e homme. Il était le 4e en 2017. Je parle sous Tout à votre fait. contrôle, On va Frédéric. s'arrêter un peu plus longuement sur Jean-Luc Mélenchon tout à l'heure, juste pour finir sur ce trio de tête et ces deux courbes parallèles et l'autre qui, on se dit, à 3-4 jours près, ça se croise quand même. Qu'est-ce que vous en pensez, mais Elisabeth ? pardon, ce troisième homme, il a un problème. C'est qu'on le voit parfaitement sur la courbe de Frédéric. C'est que c'est Marine Le Pen son problème. C'est qu'il est dans une progression spectaculaire, mais elle aussi. Et donc c'est ça l'obstacle majeur de Jean-Luc Mélenchon. Il rêve évidemment de pouvoir imposer sa place dans le duel, mais il ne le peut pas. Pourquoi ? Pas à cause d'Emmanuel Macron, à cause de Marine Le Pen. Et est-ce que tout ça, c'est et inquiétant pour effectivement, Emmanuel Macron ? Pardon, je recentre Oui, encore une fois excusez-moi. sur les 3 premiers. Non, mais parce que c'est important qu'on parle Est-ce des que c'est 3 en même temps. important ? Est-ce que c'est inquiétant pour Emmanuel Macron ? Ben oui. Écoutez, à ce stade-là, je pense qu'il y a des macronistes qui se rassurent en disant mais si on nous avait dit que 3 jours avant le vote, on serait à 26%, on aurait pris. Mais parce que, évidemment, ils ne pouvaient pas anticiper qu'à un moment, il serait à 30%. Donc, qu'un président sortant soit à 26%, c'est-à-dire encore en tête des sondages, à 3 jours du premier tour, eux, ils peuvent voir le verre à Y a moitié pas de quoi plein. stresser. Après, c'est une question de dynamique Voilà, dont parlait tout à fait. Frédéric. Alors, la dynamique de Emmanuel Macron, on parlera plus tard parce que là, non, c'est non. D'accord. On va parler de la dynamique de Jean-Luc Mélenchon. On va s'arrêter sur Jean-Luc Mélenchon, justement. Accéder au second tour, il y croit, évidemment. S'il n'y croit pas, il arrête la politique. On va l'écouter. C'est par la base, par le bulletin de vote, par le rassemblement des braves gens de toutes opinions que va se faire la victoire. Parce que la victoire, cette fois-ci, est à portée de main. Allez au boulot. Allez. Cette fois-ci, vous le sentez comme moi. On ne sait pas pourquoi. Non, mais la vérité, c'est qu'on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, on s'est dit, on va y arriver. Et ça s'est répandu de tous les côtés, partout. Je passe, les gens crient, on va gagner. Et moi, j'ai envie de dire, mais vous comptez qu'on fasse comment pour y arriver ? Eh bien, c'est vrai. Eh bien, c'est vrai. Petit à petit, on voit les courbes se rapprocher. C'est intéressant ce qu'il dit. Avant, ça ne marchait pas. Cette fois-ci, ça marche parce qu'on y croit. C'est-à-dire qu'avant, il n'y croyait pas vraiment. Alors oui, et puis il a toujours la même stratégie, je dirais Jean-Luc Mélenchon comme candidat à la présidentielle. Il part très tôt, il pose les bases, il travaille, il a un programme, on l'a déjà dit, qui a été travaillé, contrairement à d'autres formations qui, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elles ne s'étaient pas vraiment préparées à l'élection présidentielle. Et puis, il accélère, il a une forme de meeting qui a rénové le genre, il faut le dire. Et puis, maintenant qu'il a asséché ses concurrents à gauche, il essaye de prendre de la force pour récupérer, par exemple, chez Marine Le Pen, ceux qu'il appelle les fâchés, pas les fachos. Donc, il est sur cette dynamique protestataire qu'il espère, et il espère là doubler Marine Le Pen, mais comme le faisait remarquer Elisabeth Martichoux, c'est pas encore gagné quand on voit les courbes. Non, mais c'est intéressant ce que vous dites au sujet des fâchés, pas fachos, parce qu'effectivement, si on écoute dans ces meetings, notamment le dernier de ces meetings, c'est vraiment à ces gens-là qu'il s'adresse. On écoute un court extrait, je vous laisse réagir après. Je peux réagir après sur les fâchés, pas fachos. Que chacun se dise qu'il est de sa responsabilité individuelle de savoir de quoi sera fait le futur de la France dans une semaine, qu'il est au pouvoir de chacun d'entre vous de régler le problème de l'infestation qui est dans la vie publique depuis 20 ans et la première présence au deuxième tour de M. Le Pen, que c'est en votre pouvoir de tourner cette page et de faire de nouveau parler des sujets qui intéressent tout le monde, qui concernent notre vie, qui concerne l'avenir de la planète et celui de nos familles. Voilà de quoi nous voulons parler. Voilà de quoi nous voulons que soit fait le futur. Frédéric ? Alors oui, c'est intéressant qu'il parle du climat, qu'il parle du pouvoir d'achat. Une enquête récente pour Sud Radio le mettait comme un des 2 candidats avec Marine Le Pen qui apparaissait le plus crédible sur la question du pouvoir d'achat, qui structure la campagne. Mais quand on regarde ses marges de progression,
Les fâchés, pas fachos, j'y crois de manière très modérée. Quand on regarde notre rolling du jour, il n'arrive à capter que 2% de l'électorat Marine Le Pen 2017. Donc c'est quand même extrêmement ténu. Il a 2 sources importantes, 2 leviers de marge de progression. Les abstentionnistes, dans un contexte où dans notre rolling, vous l'avez vu, la participation remonte. On arrive pour la première fois au niveau du 21 avril 2002, ce qui n'est pas non plus extraordinaire, mais moins pire que ce qui a été annoncé compte tenu du cycle électoral. Vous prévoyez 28% d'abstention. Tout à fait, ce qui serait quand même un score important, mais moins catastrophique que ce qu'on a connu depuis quelques élections qui montrent la force malgré tout du scrutin présidentiel. Mais l'autre marge de progression, c'est quand même l'électorat de gauche, c'est-à-dire cet enclenchement d'une mécanique de vote utile qui a marché mais qui trouve ses limites. Yannick Jadot ne bouge pas trop, Fabien Roussel reste autour de 2,5, 3, et c'est là qu'il pourrait essayer, et des électeurs de gauche nous le disent, c'est le seul moyen, le vote Mélenchon, quand bien même on n'apprécie pas la personnalité, il y a un passif sur toute une série d'événements qui ont heurté les électeurs sociodémocrates, d'éviter un 3e 21 avril, et c'est un moyen de faire barrage, mais 15 jours avant. Faire barrage à l'extrême droite, en votant Mélenchon, c'est éliminer Marine Le Pen. C'est 2 votes utiles. Il y a un vote utile à gauche et le vote anti-Rassemblement National, anti-Marine Le Pen dès le premier tour. Pour l'instant, ça ne se traduit par une montée spectaculaire. Il n'est plus qu'à 2 points, Bénédicte, de son score de 2017. Soyons honnêtes, personne ne pensait, et moi le premier, qu'il ferait un score pareil au début de la campagne. Regarder, il a commencé à 11 ou 12. Il a commencé... Attendez, il est en rouge. Il était à 8 au début du rolling. 8,5. 8,5. Il était à 8,5 au début du rolling. Une progression incroyable. Il est monté à 11. Et puis en fait, ça fait 15 jours qu'il a dépassé les 11. Parce qu'il y a cette idée à gauche qu'il est peut-être la seule carte pour éviter un 3e 21 avril. Est-ce que je peux dire un mot sur le fait qu'on a appris hier ou aujourd'hui qu'il y avait 1 million de procurations qui avaient déjà été enregistrées et la campagne pour les procurations se poursuit jusqu'à samedi. J'en profite pour le dire aux téléspectateurs qui n'auraient pas encore fait leur procuration puisqu'on est en période de vacances scolaires. Et pour l'inscription sur les listes électorales, on est à plus 850 000 nouveaux inscrits sur les listes électorales. Ce qui tend à corroborer ce que vous dites, Frédéric, c'est que peut-être l'abstention ne sera pas au niveau que nous redoutions. En tout cas, il compte vraiment là-dessus, Jean-Luc Mélenchon, et il peut compter sur un autre soutien. Alors vous me direz, quantitativement, c'est peut-être pas beaucoup, mais enfin, j'ai vu que les membres de Génération, l'ancien parti de Benoît Hamon, allaient le rejoindre. Vote utile, ce qu'on disait, il y a 2... Non, mais vote utile à gauche, évidemment, c'est là-dessus. Il a beaucoup moins de réserves qu'il y a 5 ans, quand même, évidemment, puisque vous parlez de Génération. Avant que Benoît Hamon finisse à 6%, il était quand même monté à 12-13% lorsque Yannick Jadot l'avait rejoint. Donc, il y avait des réserves beaucoup plus à gauche. Là, aujourd'hui, il a un peu gratté. Il peut encore récupérer 1 ou 2% peut-être, il l'espère, mais il n'ira pas beaucoup plus loin. Il n'y a pas trop de réserves, encore une fois. Il y a quelque chose peut-être qu'il a mis en avant et qui a fonctionné depuis 5 ans, c'est qu'il a vraiment beaucoup mis en avant les jeunes lieutenants. Je pense à Adrien Quatennens, je pense à tous ces... C'est quand même le culte de la personnalité mélenchonienne. Oui, n'empêche que... Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il avait dit, moi, la gauche, la droite, ça ne m'intéresse plus. La gauche, c'est plus mon sujet. Je ne veux plus rassembler la gauche. Aujourd'hui, il rassemble la gauche et il appelle justement la gauche à le porter dans ce duel qu'il voudrait avoir avec Macron. Je trouve que c'est assez paradoxal. Et d'ailleurs, il ne se réclamait pas, vous avez parfaitement raison, en 2017, il ne se réclamait pas d'un candidat de gauche parce qu'il considérait que la gauche avait été abîmée par le quinquennat de François Hollande. Maintenant, il se revendique de la gauche parce qu'il considère qu'il y a eu une forme de, pardon de l'expression, de sas de décontamination pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron et qu'il peut à présent en appeler aux électeurs de cette gauche en désert. C'est un ancien socialiste, en plus, Jean-Luc Mélenchon. Tout à l'heure, on parlait justement du PS et de la reconstruction de la gauche. Est-ce que lui peut porter, peut vraiment porter sa voix pour la reconstruction globale de la gauche ? Globale, je ne crois pas, mais une partie de la gauche, elles sont quand même sérieusement irréconciliables. Et on peut dire qu'effectivement, avec la guerre en Ukraine, les divergences et les différences sont encore un peu plus creusées avec les Verts et avec le PS. Allez, on va passer... Non, à chaque fois, c'est à Frédéric que je coupe la parole. C'est pas grave. On passe au 5e dans l'ordre, Éric Zemmour, en l'occurrence. Alors, Éric Zemmour, il est à 8,5, il perd 0,5 points. Décidément, la fin de campagne est compliquée pour Éric Zemmour. On va voir s'il ne paye que ses sorties sur les réfugiés ou sur les enfants handicapés. En tout cas, on continue le côté disruptif. Écoutez ce que disait Guillaume Pelletier. C'était chez vous hier, Elisabeth ? Oui. Voilà, on l'écoute. Coucou. Emmanuel Macron est élu, c'est le grand remplacement. Oui.
C'est quoi? C'est Ah bah vous savez, jusqu'à Emmanuel, dire ce sont les- l'africanisation de la France. Oui, mais vous savez, Vous le dites? Éric, Est-ce oui, que vous le dites? bien sûr que je le dis. Vous le Et dites. nous sommes plusieurs à le dire. Vous savez, les Français le disent. Éric Zemmour, quelle est son originalité? Il est voilà. le seul à dire, à voir Les ce que Français les le disent, Français on verra voient. ça dimanche soir. On Mais, verra dimanche. pardon. Mais vous savez, Emmanuel Macron, un chiffre là encore, pour ceux qui auraient des doutes. 2 millions d'étrangers nouveaux entrés sur le territoire national sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Là encore, si les Français considèrent que ça n'est pas assez, qu'ils votent Macron. S'ils veulent que ça s'arrête, qu'ils votent Zemmour. C'est assez simple, la vie politique. L'africanisation de la France, ça vous choque pas comme formule? Ah non, pas du tout. Vous savez, j'ai été professeur d'histoire. C'est la démographie qui fait l'histoire. Il y a 2 milliards à terme d'Africains. Quel est le rôle des Européens? Quel est le rôle des Français? C'est de tout faire. D'abord pour protéger notre identité, notre peuple d'une part, et deuxièmement, en lien avec nos partenaires européens, pour créer ces grands plans de co-développement avec le Sud, pour permettre aux Africains de rester en Afrique. Alors, est-ce que c'est pas ce genre de discours qui paye aussi un peu parce que ça fonctionnait au début? Il disait tout haut ce que pensaient les Français tout bas. Enfin, c'était en tout cas ce qu'il disait, ce qu'il estimait. Je pense. Et là, ça va un peu loin? C'est pas une question d'aller loin, même si on peut le penser, mais il y a une dissociation de plus en plus forte entre le récit de campagne d'Éric Zemmour et le récit de la campagne. Tout ce qui a été dit l'automne dernier, quand Éric Zemmour avait connu sa dynamique si forte qu'il a reconnu de nouveau au mois de janvier, ça pouvait plaire à une partie de l'électorat de droite et de droite extrême. Aujourd'hui, et toutes les enquêtes du Rolling le montrent, on est passé du grand remplacement au grand déclassement. On est passé à un moment où le pouvoir d'achat écrase tout, structure tout. Et quand on dit le pouvoir d'achat, au-delà de ce terme un peu mot valise, c'est l'inflation, la hausse des prix, les fins de mois, la relégation parce qu'on ne peut plus se déplacer, la hausse des prix du carburant, le travail qui paye mal, qui était le moteur de la mobilisation des Gilets jaunes. Et c'est vrai que ce discours de Guillaume Pelletier, qui a toujours des adeptes, tourne à vide par rapport au récit et à la tonalité de la campagne. Et puis, deuxièmement, il y a une logique de vote utile, on en a beaucoup parlé. Il y a encore... Avant la guerre d'Ukraine, on avait chaque jour dans notre rolling un quart, voire 28, voire 30% d'électeurs Marine Le Pen 2017 qui choisissaient Éric Zemmour. Aujourd'hui, on n'est plus qu'à 13%. C'est ce qui explique aussi ce recul assez spectaculaire, cette érosion du vote Zemmour. Alors justement, sur le premier tour et la fin du premier tour, écoutez ce qu'il va être faisable du côté du camp Zemmour. Je ne peux pas vous dire mieux concernant Marine Le Pen que lorsqu'Éric Zemmour sera qualifié dimanche soir, notre démarche sera une démarche d'ouverture puisque nous tendrons la main à Marine Le Pen, Jordan Bardella, à Éric Ciotti, Nadine Morano, François-Xavier Bellamy et tant d'autres, et à tous ceux qui veulent au fond l'union des droites, des patriotes et des indépendants. Alors nous voulons mettre fin au quinquennat désastreux d'Emmanuel Macron. Vous voyez, je ne peux pas être plus clair. Si elle n'avait pas été candidate, on serait peut-être dans les sondages. En tête. On verra dimanche. Moi, Marine Le Pen, c'est pas mon ennemi. Donc, je ne critiquerai pas Marine Le Pen. Et moi, j'appelle tous ceux qui veulent mettre fin au quinquennat d'Emmanuel Macron, qui est un désastre pour la France, sur les questions de sécurité, sur les questions d'identité, sur les questions d'islam politique, sur les questions de pouvoir d'achat dont nous avons parlé, sur la question de la santé. Moi, je viens d'un milieu rural dans lequel on n'a plus de médecins. Voilà, donc tout ça, c'est une réalité. Il est là, son terrible bilan. Alors, il parle d'Éric Zemmour qui sera donc qualifié dimanche soir. En l'occurrence, on parlait de Dupont-Aignan tout à l'heure. En l'occurrence, est-ce que lui, Éric Zemmour, peut être faiseur de roi? Je ne crois pas. Et je crois que c'est difficile pour Éric Zemmour et son équipe, après avoir rêvé et espéré et quasiment touché du doigt un fauteuil au premier rang, de se retrouver avec un strapontin au fond de la salle. Donc quand on entend Guillaume Pelletier dire « je tendrai la main à Marine Le Pen », c'est plutôt l'inverse qui éventuellement pourrait se passer. Je ne le crois pas. Mais en tout cas, chez Éric Zemmour, je pense qu'il y a eu une forme de rêve collectif. Quand Éric Zemmour dit les salles pleines, la ferveur, les audiences télé, le nombre d'adhérents, c'est moi. Ben oui, mais de toute évidence, ça ne suffit pas dans une présidentielle. Et malgré, c'est vrai, ses qualités dans sa campagne, en tout cas, la guerre en Ukraine a cassé sa dynamique parce qu'il s'était posé en admirateur de Vladimir Poutine. Et même si la guerre en Ukraine a réussi à faire tasser Emmanuel Macron et que Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen n'ont pas été trop atteints par leurs amitiés russophiles, pour Éric Zemmour, il a été le paratonnerre et il a pris
toute la foudre Ouais. sur cette question. Mais de ceci l'Ukraine. dit, Elisabeth, c'est pour quelqu'un qui a débarqué en politique il n'y a pas si longtemps, avoir effectivement, 500 signatures, 2, avoir eu des intentions de vote assez élevées, effectivement, à un certain moment de cette enquête, 3, d'avoir effectivement un parti politique qui a l'air de compter quand même pas mal de monde. Enfin, il y en a d'autres qui en rêveraient, d'autres partis qui en rêveraient. C'est quand même pas mal. Il va compter après Éric Zemmour ou pas? Oui, alors vous avez raison de souligner ça, parce qu'on dit beaucoup qu'il n'y a pas eu de campagne, mais si, il y a eu une campagne, et notamment il y a eu un phénomène de campagne qui s'appelle Zemmour, qui s'est, on l'a dit, enfermé dans son idéologie identitaire et qui n'a pas su épouser, et sans doute aussi faute d'expérience. On voit bien ici que les néo-candidats ont du mal, Ouais. et que, au contraire, les expérimentés, eux, savent y faire. Mais moi, j'ai été assez frappée d'abord du petit lapsus qu'il a fait il y a 2 jours chez nos confrères de France 2 en parlant des législatives. Ça veut dire que Ah oui. pour un néo-candidat complètement habité par l'idée qu'il va y aller, il a quand même intégré la défaite. C'est important parce que la politique, c'est la défaite. Il parle des législatives pour. Et voilà, expliquer à nos il a évoqué téléspectateurs, une il dit candidature qu'effectivement, législative. ouais. Après, il a fait un tweet en disant « Je serai qualifié au second tour ». Tu parles, Charles. Il est quand même hors course maintenant. C'est vrai. Donc, et quand Guillaume Pelletier dit cela, quand il dit « On tendra la main à Marine Le Pen », il faut l'entendre à l'envers. Ça veut dire nous attendons que Marine Le Pen nous tende la main pour effectivement commencer à construire l'après, parce que Zemmour n'est pas une parenthèse. En tout cas, c'est l'espoir de certains de ses soutiens, comme Guillaume Pelletier. Bon, eh bien écoutez, on se retrouvera demain pour une nouvelle, la dernière d'ailleurs, livraison de votre rolling pour le premier tour, évidemment, parce que, et on passera la journée ensemble, le week-end d'ailleurs. Vous savez que ce week-end est particulièrement politique et qu'on suit tout cela ensemble sur LCI. C'est qui votre invité demain, Elisabeth? Vous savez déjà ou pas? Christophe Castaner, Christophe pour Castaner. représenter Emmanuel Macron. Parfait.